Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci d'être l'invité ce matin de la grande interview CNews Europe 1. Vous êtes coordinateur de la France Insoumise et député LFI des Bouches-du-Rhône. On va beaucoup parler de Marseille, mais je veux évidemment commencer cette interview par ce qui s'est passé cette nuit à Amsterdam. Des attaques antisémites à Amsterdam après le match de football entre l'Ajax et le Maccabi Tel Aviv. Attaques antisémites, c'est le terme utilisé par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, c'est le terme utilisé par le Premier ministre néerlandais également. Quel est votre commentaire sur ce qui s'est passé cette nuit en plein cœur de l'Europe? Écoutez, moi j'ai découvert comme vous, j'imagine ce matin, ces images. Et donc s'il y a effectivement eu des agressions, s'il y a eu effectivement, puisque vous avez évoqué... C'est-à-dire s'il y a eu des agressions, on les voit à l'antenne. Je découvre comme vous les informations. Je ne connais pas exactement l'ampleur de ce qu'il s'est passé. Il est évident que s'il y a eu des agressions ou des enlèvements, ils sont inacceptables. Ça me paraît être une évidence de le dire, bien évidemment. De la même manière que j'ai vu aussi circuler des images, s'il y a eu des provocations racistes, s'il y a eu des arrachages de drapeaux, ou s'il y a eu, j'ai vu des images, une minute de silence pour les victimes en inondation en Espagne. Vous cherchez à minimiser ce qui s'est passé. Les images, on les voit, les supporters israéliens monsieur, mais j'observe que vous avez pour l'instant passé un certain nombre d'images. J'observe que vous avez pour l'instant passé un certain nombre d'images et j'observe qu'il y en a d'autres que vous n'avez pas passées. Par exemple, ces supporters israéliens qui disent « Laissez l'armée israélienne gagner et allez vous faire foutre avec les Arabes ». J'ai vu des images qui disent ça, par exemple, vous ne les avez pas passées et elles sont aussi inacceptables. Moi, je n'ai jamais été un partisan de la violence, que les choses soient très claires. Et donc, s'il y a eu effectivement des violences, et manifestement il y en a eu, elles sont inacceptables. Qui parle d'attaques antisémites à Amsterdam. Écoutez, vous m'avez demandé mon commentaire sur ce sujet. Je vous le dis, je suis opposé à toute forme de violence. C'est une évidence. Je le redis à nouveau. Et donc, s'il y a effectivement eu des violences, je les condamne. Est-ce que c'est de l'antisémitisme ? Pour qu'on puisse dire qu'il y a de l'antisémitisme, il faut être en capacité donc vous ne le dites de pas. Montrer des images qui permettent de dire que si ces personnes ont été ciblées, c'est parce qu'elles étaient de confession juive. Donc s'il y a effectivement des images que vous pouvez me montrer qui montrent que ces personnes ont été ciblées parce qu'elles sont de personnes de confession juive, alors c'est de l'antisémitisme. Ça vous met mal à l'aise ? Je le condamne. Non, ça ne me met pas mal à l'aise. J'essaye d'avoir un propos qui est un propos éclairé, équilibré sur manifestement des actes qui sont intolérables. Comment expliquer quand un match Belgique-Israël se passe en Hongrie, il n'y a aucun problème, alors qu'en France, pour une même rencontre, il y a un niveau de sécurité qui va être incroyable pour jeudi prochain? Alors là, vous m'interrogez sur le match qui est prévu entre la France et Israël la semaine prochaine. Oui. Bon, si ce match est confirmé et maintenu, ce que je ne souhaite pas, moi j'ai déjà dit qu'il me semblait... Pourquoi vous appelez au boycott du match ? Non, pour la raison simple, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui l'armée israélienne commet à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, des actes qui sont des violations inacceptables du droit international et qu'il me semble que le football, le sport de manière générale, doit véhiculer des valeurs, des principes qui sont des principes de respect des droits humains. Et on a été capable, après l'agression russe en Ukraine, de suspendre la fédération russe d'un certain nombre de fédérations sportives, d'empêcher la Russie de participer à un certain nombre de compétitions sportives. Je pense qu'on devrait être en capacité de faire la même chose vis-à-vis de l'État israélien. Maintenant, si ce match a lieu, si ces appels à l'annulation... La Russie est un pays agresseur, alors qu'Israël a été agressé. Vous savez très bien que c'est pas la même chose. Mais Israël, aujourd'hui, est un pays agresseur. Enfin, excusez-moi. Israël est un pays qui se défend. Non, ça, c'est votre conception des choses. Mais on ne se défend pas en massacrant des dizaines de milliers de personnes, comme c'est le cas à Gaza. On ne se défend pas en agressant une population au Liban, en violant la souveraineté territoriale du Liban. Non, ça, ce n'est pas de la défense, monsieur, c'est de l'agression. Et on ne le fait pas en violant le droit international. On ne le fait pas en massacrant des gens, en massacrant des civils. Ça, on ne le fait pas. Donc, non, ce n'est pas une défense de faire cela. Et donc, je considère qu'à partir de ce moment-là, dans les compétitions sportives, il devrait y avoir des conséquences à cette situation. L'intégrité d'Israël est en danger et c'est une armée d'un pays démocratique qui se défend. Non, l'intégrité du Liban est en danger. L'intégrité de ce qu'il normalement devrait être un État palestinien en vertu des résolutions du droit international est en danger. Vous voyez, moi Israël est une démocratie qui reçoit quotidiennement des missiles. Vous imaginez si ça se passait en France ? Monsieur, moi je suis un partisan de la paix. Donc je suis un partisan du fait que l'État d'Israël puisse vivre en liberté et en sécurité. Pour y parvenir, il faut tout simplement respecter le droit international.
international, c'est-à-dire qu'Israël doit cesser son agression vis-à-vis de la population civile de Gaza, Israël doit cesser son agression vis-à-vis du peuple libanais, et on doit créer les conditions d'un accord de paix par un cessez-le-feu, par le respect du droit international, ce qui permettra à la fois aux Palestiniens de vivre en paix et en liberté, et aux Israéliens de vivre en paix et en liberté. C'est ce que je souhaite, et j'observe qu'aujourd'hui, la France en particulier, malheureusement, sur ce sujet, ne prend pas les mesures qu'elle devrait prendre pour faire en sorte de retrouver en Israël le chemin et en Palestine le chemin de la paix. Manuel Bompard, invité de la grande interview CNews Europe 1, coordinateur de la France Insoumise, député LFI des Bouches-du-Rhône. Je voudrais revenir sur ce qui s'est passé à Amsterdam, des attaques antisémites à Amsterdam, pour reprendre le terme du Premier ministre néerlandais qui est sur place, qui a les informations de la police. Vous ne condamnez pas ce qui s'est passé? Mais je vous ai déjà répondu que bien évidemment que je condamnais toute forme de violence. Donc mais est-ce que vous condamnez ce qui s'est passé cette nuit? Oui, à partir du moment où il y a eu des violences. Vous ne dites pas je condamne ces attaques antisémites. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez reprendre mes propos si vous voulez. Vous pouvez essayer de me faire dire l'inverse vous pouvez me faire dire l'inverse de ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais vous ne dites pas je condamne ces attaques antisémites. Vous essayez de me dire que je ne condamne pas ce qui s'est passé. J'essaie de comprendre précisément ce que vous avez dans la tête. Et je vous ai dit de manière très simple que quel que soit vous dites ce qui s'est passé à Amsterdam, à Amsterdam, quelles que soient les provocations qui ont pu avoir lieu, il me semble évident que la violence ne peut pas être acceptée. Donc vous ne dites pas je condamne les attaques antisémites. Je condamne les agressions qui ont eu lieu, quelles qu'elles soient, de la même manière que je condamne les provocations qui ont eu lieu. Monsieur, je pense que mon propos est très clair. Ne cherchez pas à me faire dire autre chose que ce que je dis. Si clair. On va passer c'est très clair, monsieur. À Marseille. Bruno Retailleau se rend à Marseille aujourd'hui avec Didier Migaud, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Ils y vont ensemble. Vous connaissez parfaitement cette ville. Vous êtes député des Bouches-du-Rhône. Comment est-ce que vous qualifieriez l'état sécuritaire actuel de Marseille? La situation à Marseille est très difficile et les Françaises et les Français, notamment les Marseillaises et les Marseillais, en subissent les conséquences au quotidien. On assiste malheureusement depuis plusieurs mois à Marseille à des morts, à des assassinats, à des crimes qui ont lieu et qui frappent la population marseillaise. Ce que je regrette, c'est, on verra quelles sont les annonces précises, mais on en a eu quelques informations préalablement. Ce que je regrette, c'est qu'on s'inscrive toujours dans la même logique, dans le même raisonnement, dans la même manière de faire, qui ne produit aucun résultat. Ce que va annoncer M. Retailleau s'inscrit dans la continuité de ce qu'a annoncé M. Darmanin dans le gouvernement précédent, et ça ne produit aucun des résultats. Donc moi, je plaide pour un changement de logique. Je plaide pour un changement de logique, c'est-à-dire d'abord en finir avec la politique de prohibition, dans les annonces que va annoncer M. C'est sûr que si vous autorisez la drogue, ça c'est sûr, il n'y aura plus de problème de trafic. Je n'ai pas dit que j'étais en train d'autoriser la drogue, je vous parle de la légalisation de la logique de du cannabis, je vous parle de la légalisation du cannabis. Vous savez, en France, on a une des législations les plus répressives dans le monde, et on a une personne sur deux en France qui a déjà consommé du cannabis. Donc vous pouvez continuer si vous voulez dans la même logique, mais ça ne produit aucun résultat. Ça occupe nos fonctionnaires de police à aller chasser les petits consommateurs au lieu de s'attaquer à la tête des réseaux, au lieu de démanteler les réseaux de la criminalité organisée. Et ça ne fonctionne pas et ça produit des drames au quotidien. Manuel Bompard, je pense qu'il faut changer de logique. Vous annoncez ce matin sur CNews et sur Europe 1 que vous demandez la légalisation du cannabis en France. Oui, bien sûr, je plaide pour la légalisation du cannabis. Je plaide également pour concentrer les moyens de police et de justice sur ce qu'on appelle la police judiciaire, c'est-à-dire sur le travail d'enquête, pour remonter les filières, pour démanteler le haut du panier. Il faut changer de logique. Est-ce que vous savez que dans le budget qu'on est en train d'examiner à l'Assemblée nationale, on annonce 5000 suppressions de postes dans la police judiciaire? Est-ce que vous savez ça? 5000 suppressions de postes dans la police judiciaire. La police judiciaire, c'est précisément celle qui est chargée de démanteler les réseaux, de remonter les filières, d'aller chercher le haut du panier. Vous pouvez continuer à vous attaquer aux petits consommateurs, mais ça ne produira aucun résultat. Aucun résultat. La légalisation du cannabis, ça ne va pas arrêter une seconde le trafic. Ça va créer un réseau légal et un réseau illégal. Non, ça va assécher les flux financiers dont se nourrit aujourd'hui la criminalité organisée. La vente de cannabis, la vente de drogue en France, c'est plusieurs milliards d'euros chaque année de profit qui se fait au profit de réseaux de criminalité organisée. Donc si vous voulez, il faut assécher cette masse financière, ce flux financier. Et la légalisation du cannabis, ça permet ensuite de concentrer ses efforts sur des politiques de santé publique. Moi, je ne suis pas en train de vous dire c'est très bien, c'est super de consommer de la drogue. Je vous dis que si vous voulez avoir une politique sanitaire efficace pour lutter contre la consommation de la drogue, la légalisation ne fonctionne pas. La légalisation, la pénalisation ne fonctionne pas. C'est ce qu'on met en œuvre depuis des années. Et la légalisation ne fonctionne pas, disent mais c'est pas vrai, monsieur. De nombreux spécialistes. Il y a des gens qui disent ça. Rappellent les dangers
les dangers de la consommation de drogue. Mais attendez. Idées suicidaires, dépression, automutilation, absentéisme à l'école, absentéisme au travail. Mais précisément parce que la drogue, ça poserait de graves problèmes, notamment de graves problèmes de santé. Est-ce que l'alcool a des conséquences néfastes sur la santé de la population? Chez les jeunes à l'école. Non, mais est-ce que l'alcool a des conséquences néfastes sur la population? Oui, bien évidemment. Et pourtant, l'alcool n'est pas interdit. On fait des politiques de santé publique pour lutter contre la consommation d'alcool. Donc, il faut des politiques de santé publique pour lutter contre la consommation de drogue et en particulier contre la consommation du cannabis. Mais la politique de prohibition, la politique de chasse aux consommateurs ne produit ni des résultats en matière de tranquillité et de sécurité publique, ni des résultats en matière de politique sanitaire. Donc, si vous voulez, on peut continuer dans la mauvaise logique, mais moi, je plaide pour de l'efficacité. Et plaider pour de l'efficacité, c'est à mon avis légaliser le cannabis et concentrer les moyens policiers pour aller attaquer le haut du spectre de la criminalité organisée. S'il vous plaît, ne caricaturez pas mon propos en disant on va permettre à n'importe qui de consommer de la drogue. C'est pas un problème de consommer de la drogue, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'en termes d'efficacité dans la politique contre la criminalité organisée, la politique à l'œuvre ces dernières années ne fonctionne pas et que M. Retailleau et M. Migaud veulent s'entêter dans cette voie-là. M. Retailleau fait le shérif, il bombe le torse, il va faire des annonces qui n'ont aucun sens, il va nous parler de peut-être créer un DEA à la française. Il y a déjà quelque chose qui s'appelle l'Office anti-stupéfiants en France. C'est pas parce que vous lui donnez un nom américain que ça va avoir plus d'efficacité. Et à côté, les moyens en termes de police et de justice sont encore rognés dans le budget qu'on est en train d'examiner cette année. Donc, accepter l'idée qu'il puisse y avoir un changement de logique qui soit plus efficace. Manuel Bompard, quelle est la responsabilité des consommateurs de drogue ? La responsabilité des consommateurs de drogue... Qui donnent 50 € pour avoir un peu de cocaïne ou un peu de cannabis. Ils se mettent déjà en danger eux-mêmes. Oui, mais ils mettent en danger également la population. Ils achètent un bout de la Kalachnikov ou pas? Quelle est leur responsabilité dans la situation sécuritaire? Excusez-moi, mais quand quelqu'un tue, celui qui est responsable, c'est d'abord celui qui tue. Et quand quelqu'un tue avec une Kalachnikov... Et pas celui qui lui a donné l'argent pour s'acheter la Kalachnikov. Non, mais justement, si vous voulez qu'on se pose cette question, c'est une très bonne question. Comment ça se fait aujourd'hui qu'en France, on puisse acheter une Kalachnikov au coin de la rue et que vous avez des jeunes de 16 ans... Quelle est la responsabilité des consommateurs? Non, moi, ma question, c'est comment on fait en sorte pour qu'il y ait moins d'armes, pour qu'on lutte contre le trafic des armes, pour faire en sorte que ces jeunes-là, ils n'aient pas accès à des armes. Et bien ça, c'est pas le consommateur qui achète sa drogue aujourd'hui qui est responsable du fait qu'il y a des armes dans les mains de celui qui tue. C'est celui qui a livré les armes, c'est celui qui les a vendues, c'est celui qui fait de l'argent sur ce sujet. La responsabilité des consommateurs de drogue. Mais attendez, essayez d'écouter mon propos. Vous imaginez bien que je fais que ça. Essayez d'écouter mon propos. Je vous dis juste que la politique qui consiste à aller cibler le consommateur comme étant le responsable de toute la situation, c'est une politique inefficace qui ne fonctionne pas. Donc moi, mon sujet, c'est pas de ne pas plaider la responsabilité d'un tel ou d'un tel. Je ne soutiens pas les consommateurs. Je vous ai dit dans quelle mesure je considérais qu'il fallait avoir des politiques de santé publique pour lutter contre la consommation de drogue. Je vous dis que si vous voulez lutter contre les réseaux de la criminalité organisée, c'est comme si je vous disais vous considérez donc que les têtes des mafias ou des réseaux de criminalité, elles n'ont pas de responsabilité, que c'est les consommateurs qui sont responsables? Non, moi je pense que c'est ceux qui dirigent ces réseaux, qui se font des milliards d'argent, qui ensuite vont les blanchir dans les paradis fiscaux, qui ensuite acquièrent des avoirs, de l'immobilier avec cet argent, qu'il faut lutter contre le blanchiment, qu'il faut lutter contre le trafic d'armes. Voilà ce qu'il faut faire, à mon avis, pour être plus efficace. C'est votre avis, Manuel Bompard, une proposition politique. Voilà. De la grande interview CNews Europe 1, et vous êtes là pour donner votre avis. Mais je veux bien comprendre ce que vous avez véritablement dans la tête. C'est clair, mais après il y aura du débat politique, j'en doute pas. Et ensuite les électeurs le diront. Exactement. Budget, c'est la foire aux impôts avec vous? Ah non, c'est pas la foire aux impôts. C'est la folie fiscale. Ah, mais ça, c'est ce que disent les ministres macronistes. Écoutez, c'est simple. Monsieur Barnier dit qu'il faut faire 60 milliards d'euros d'économie. Le gouvernement de Michel Barnier veut faire porter cette responsabilité et veut faire payer le prix de ces milliards d'économies à l'ensemble des Françaises et des Français. C'est pas moi qui propose d'augmenter les tarifs d'électricité, c'est Monsieur Barnier. C'est pas moi qui propose de reporter la revalorisation des retraites qui normalement a lieu au 1er janvier, c'est M. Barnier. Moi, je propose une logique inverse, c'est-à-dire on protège l'ensemble de la population de cette politique d'austérité qui va être dévastatrice d'un point de vue économique et social, et on fait reposer les économies qu'on a besoin de faire. Une politique d'austérité, là, franchement, l'austérité, c'est pas ça. L'austérité, c'est on licencie les fonctionnaires, on n'augmente plus les retraites, c'est ça l'austérité. Une politique d'austérité avec plus 5% pour les retraites, quand l'inflation est à plus 2, c'est pas une politique d'austérité. Je crois que vous n'avez pas très bien suivi les annonces de M. Barnier, parce que M. Barnier ne propose pas d'augmenter les retraites, il propose précisément... Je parle de février dernier. Oui, d'accord, mais moi je vous parle de ce qui est
prévu dans le budget de cette année. C'est ça dont on est en train de discuter. Vous êtes d'accord? Bon, Monsieur Barnier, il propose... Il va y avoir des augmentations Attendez, Monsieur Barnier, il propose de revaloriser, de reporter la revalorisation automatique des retraites. Ouais. Donc, il propose d'amputer, de s'en prendre aux retraités. Monsieur Barnier, il propose d'augmenter les factures d'électricité. Donc, quand vous coupez 2% du PIB, ça s'appelle une politique d'austérité. Vous réclamez Attendez, vous dites on supprime pas de postes de fonctionnaires. Vous savez que dans le budget qui est prévu, on propose de supprimer 4000 postes d'enseignants à l'éducation nationale. 2000 fonctionnaires d'État. Oui, mais 4000 postes d'enseignants. Vous pensez qu'on a besoin de supprimer aujourd'hui des postes d'enseignants? Il y a moins d'enfants scolarisés. Non mais arrêtez, vous savez bien que dans nos écoles aujourd'hui, on a des problèmes de non-remplacement de professeurs. Vous pouvez pas me dire que c'est une bonne politique de supprimer 4000 postes d'enseignants aujourd'hui, quand dans le même temps on dit qu'il faut renforcer l'éducation et renforcer les moyens de l'éducation nationale. Manuel Bompard, vous réclamez toujours l'abrogation de la réforme des retraites? Oui, bien sûr. Coût estimé? Coût estimé... Plus de 15 milliards d'euros? Non, les chiffres même du gouvernement, c'est 4 milliards d'euros cette année. Oui, mais l'abrogation de la réforme. L'abrogation de la réforme des retraites, c'est les chiffres du gouvernement, c'est 4 milliards d'euros cette année. Et ensuite? Et ensuite, quoi, dans des projections à 20 ans ou à 30 ans, plusieurs dizaines de milliards chaque année. Autour de 15 ou 15 milliards à peu près. Écoutez, voilà ce que je vous dis. 4 milliards d'euros cette année. Je pense que, par exemple, c'est une proposition que nous avons faite. Si nous créons une surcotisation pour les revenus au-dessus de 8 000 euros par mois, mensuel, 8 000 euros, s'il y a une petite surcotisation, on peut rentrer ces 4 milliards d'euros pour financer le retour à la retraite à 62 ans pour tout le monde et l'abrogation de cette réforme des retraites. Moi, je préfère que les gens puissent partir à la retraite à 62 ans, même s'il faut mettre à contribution les plus riches, les grandes multinationales. C'est ça la logique du budget que nous défendons. Manuel Bompard était l'invité de la grande interview CNews Europe 1. Merci Manuel Bompard. Bonne journée. Vous repartez à Marseille? Je vais partir.